La vigne, un paysage incontournable de la région Centre-Val de Loire. Des appellations connues dans le monde entier. Pourtant, aujourd'hui, les vignerons ne sont plus seulement ceux qui produisent le vin. Ils sont aussi des hommes d'affaires et doivent rivaliser d'imagination pour attirer les visiteurs. Bienvenue dans le monde de l'œnotourisme, un business qui conjugue le plaisir des papilles et la découverte. Première étape de notre périple, le domaine de la famille Coulis, à Chinon depuis le XVe siècle. La vigne, c'est le lien à la fois de la tradition, de la famille, et c'est aussi quelque chose de très convivial. C'est aussi un moyen de partage. Donc c'est vraiment tout ce qu'on partage, les valeurs aussi qu'on partage. C'est des valeurs importantes, des valeurs de transmission, puisqu'une vigne, ça se transmet de génération en génération. C'est le travail des générations précédentes qu'on va aussi essayer de transmettre aux enfants. Aujourd'hui, le domaine est ancré dans le XXIe siècle, avec sa salle de dégustation ultra moderne qui accueille des visiteurs venus se creuser les méninges. Les énigmes, elles vont être de tout type. C'est des énigmes chiffrées, ça peut être du décodage, ça peut être des charades, des jeux de mots, des jeux de lettres, des actions à faire. Il y a de tout. Direction le Chai, où notre famille va tenter de relever le défi. C'est stop. Voilà. L'escape game est un jeu d'évasion composé d'énigmes que les participants doivent résoudre en 1 heure pour pouvoir sortir de la pièce. Ok, alors ici, on a beaucoup de choses. Venez voir. Venez voir, il y a plein de trucs dans le... 24 cartes à trouver. Donc là, c'est peut-être en rapport avec les cartes qui sont sur la table. Pour un code à 4 chiffres. Ça, c'est la découverte totale. Surtout qu'on ne sait pas où on va au départ. Ah, il y a une clé ici, sans déconner. Ah non. Ah oui, la framboise du Pierre. Ça, c'est fumé, effectivement. Pendant ce temps, perché sur une cuve, Michel Coulis dirige les opérations. Il peine un peu sur le déchiffrage, comme beaucoup d'équipes. Parce que c'est une épreuve bête, il faut tout déchiffrer. Et on a toujours tendance à vouloir sauter une partie de l'énigme, ce qui fait qu'on ne cherche pas le bon guide, pas la bonne année. Et ils se sont beaucoup posé de questions sur écrire. En fait, il y a un tableau noir et des craies dans la pièce, qu'ils n'ont pas trouvé, qu'ils n'ont pas vu pour l'instant. Je vais reprendre, savoir où ils en sont. Allez, go, c'est faisable. 1851. Voilà, c'est bon. Il y a des cartes. Ah bah, 5 et 8. Elles étaient où, c'était tout à l'heure sur le bar? On est enfermé. Fin du temps imparti, notre petit groupe n'a pas résolu l'énigme. Il y a un chiffre partout, donc il faut identifier une 4e bouteille. Ah bah, c'est celui-là. Bah voilà. J'avais entendu l'existence de cet escape game et c'était l'occasion de lier la passion de mon beau-père, l'énologie, avec ma passion à moi qui est l'escape game. Du coup, c'est ce qui m'a donné l'idée de lui offrir ça pour Noël et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Enfin libérés, nos joueurs ont droit à une visite commentée du Chai avant de s'attabler pour une dégustation. Avec la construction de cette salle dédiée aux touristes, le domaine a multiplié par 5 le nombre de visiteurs, dont 2000 cette année ont goûté aux joies de l'escape game, à la grande surprise du patriarche Pierre Coulis. Escape game, j'ai mis longtemps à me le mettre dans la tête pour le répéter. En plus, j'ai trouvé ça que c'était complètement farfelu, que je ne me voyais pas enfermé, payé pour être enfermé pendant 1 heure et trouver des énigmes, ça me dépassait. Oui, c'est un peu la surprise, c'est que finalement on réunit beaucoup de générations différentes autour du... Les jeunes qui viennent un peu plus pour le jeu et puis les autres qui sont intéressés par le sujet. Donc du coup, on met tout le monde dans la même salle, on les renferme, mais ils arrivent à en sortir. Pas tous. C'est intergénérationnel. Ah ouais. Moi, je suis fils d'immigrés et c'est vrai que pendant un long moment, être français, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc découvrir un peu le vin, un peu la charcuterie française, tout ça, ça permet de, je ne sais pas si c'est de s'intégrer, mais de s'approprier un peu le patrimoine français. Depuis le développement de l'œnotourisme, les ventes à la bouteille ont augmenté et le travail du vigneron a évolué.
Il a fallu apprendre des nouveaux métiers, les métiers du tourisme. Parce que ça suffit pas, comme je disais, de mettre une pancarte et d'attendre que le client vienne. Il faut faire venir le client. Il faut aller aussi communiquer avec des agences de voyage, avec des tour opérateurs, avec des gens qui vont ramener du public. Et un autre public, qui ne vont pas être seulement le public que l'on rencontre au bord de la route, quoi. C'est aussi une autre démarche, c'est aller vers les gens. Nous suivons le Cher pour arriver à Bourré, au domaine des Tabourelles, chez Anne Josso, pionnière de l'œnotourisme au sein de l'appellation Touraine-Chenonceau. Une fille de viticulteur qui a dû faire sa place. On a retrouvé, en recherchant un petit peu, que les premières vignes dans ma famille avaient été gérées en 1844. Donc pour moi, ça me paraissait indispensable de pouvoir reprendre et continuer cette histoire de famille. Et pour moi, les vignes, c'est vraiment l'ancrage dans la terre. Et d'ailleurs, pour être vigneron ou vigneronne, il faut vraiment avoir ça, dans les tripes, parce que c'est quand même pas un métier facile. Et donc, il faut vraiment avoir envie. Le domaine des Tabourelles est adossé au coteau du Cher. Une particularité qui fait de la cave d'Anne un endroit unique en France. Attention à la tête. Attention à la tête. Pas attention à la tête. Ça va? Vous êtes sûr? Bon voyage? En route, on y va. C'est un labyrinthe troglodytique de près de 30 km que vont découvrir une cinquantaine de touristes en compagnie de Stéphane, le beau-frère d'Anne. Vous allez voir, dans une dizaine de minutes, vous allez avoir un curieux sentiment, celui d'être complètement perdu, parce que ça part dans tous les sens. Si on n'a pas l'habitude d'être dans les milieux souterrains, il faut 10 minutes pour se perdre. Pas une de plus, pas une de moins. C'est un sanctuaire pour la prise de mousse des fines bulles de Touraine. Vous êtes sur un domaine viticole, et donc tous les vins du domaine sont stockés entre 300 mètres et 600 mètres d'ici. On descend en chariot élévateur pour stocker les palettes de vin. Mais avant tout, cet endroit exceptionnel est la plus grande carrière d'extraction de la pierre de tuffeau qui a servi à construire les châteaux de Loire. La richesse du patrimoine bâti de la région Centre-Val de Loire, elle est entièrement construite en tuffeau. Il a bien fallu alimenter ce territoire en matière de construction. C'est le Cher qui épouse la ligne de démarcation, nous ici. Hein, vous êtes en Allemagne physiquement, ici concrètement. De l'autre côté du Cher, vous êtes en France. Libre. La résistance, les dessins, évidemment, tout ça, c'est logique quand on nous l'explique, mais c'est intéressant. Les gestes ancestraux, et c'est pas une notion que vous faites aussi, au contraire, c'est lui rendre hommage. Qui dit réseau souterrain dit réseau hydraulique, alors voilà, la marmite à Popol. Ça fait 6500 litres, c'est parfaitement intarissable. Le vin, ce n'est pas que ce qu'on cueille au moment, l'année même sur le cep. En fait, c'est une histoire de plusieurs siècles. Et en fait, le patrimoine, je dirais, bâtiment, comme le patrimoine d'élevage, comme le vin, en fait, tout est lié. Et ce monde, ma foi, de la nature, a une noblesse que peut-être aujourd'hui le citadin a oublié. Après une heure de visite, nos touristes retrouvent Anne pour une dégustation dans une partie des troglodytes aménagée en bar. Producteur de lait qui fabrique. La particularité donc de cette appellation Touraine-Chenonceau, c'est également que chaque cuvée, chaque millésime doit être validé. Il n'est pas rare que le domaine accueille plusieurs quarts de touristes par jour. La rançon d'un succès que Stéphane tient à préserver. On est extrêmement vigilant, effectivement, à ne pas rentrer dans de l'accueil de masse. On ne se refuse de rentrer dans cette logique guerrière d'accueil de masse, parce qu'on veut rester à taille humaine. Il faut absolument que le concept que nous avons mis en place reste sur ces valeurs de taille humaine. L'an dernier, le domaine a remporté le top tourisme en Val-de-Loire devant les grands monuments de la région.
Je pense qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui est de plus en plus technologique, de plus en plus presque virtuel. Et je pense que c'est essentiel de revenir à nos racines, de revenir au terroir, de revenir à notre histoire. Et ce type de portes ouvertes, comme dans d'autres domaines, eh bien, il recrée des liens entre les hommes et entre les territoires. Pour la dernière étape de notre périple, nous rejoignons les bords de Loire, à Sancerre. Sonia Rimbaud exploite des vignes avec son mari et son fils sur le coteau de Sury-en-Vaux. Le domaine reçoit des visiteurs de plus en plus exigeants. Il y a vraiment beaucoup d'amateurs dans le vin, que ce soit des Français, mais dans le monde entier. Et du coup, quand ils arrivent à la cave, ils veulent connaître le vin, mais ils veulent connaître le vigneron, ils veulent connaître les vignes, le terroir. Et du coup, ils nous posent tellement de questions que c'est devenu de plus en plus pointu. Bien sûr, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout. Donc là, on n'a pas le même langage, on reste abordable au niveau. Mais il y a des gens qui sont très pointus, qui nous posent des questions, mais vraiment, qui connaissent bien leur dossier. Les passionnés du vin... il y en a énormément, beaucoup plus que j'aurais pu imaginer au départ. Un petit Sancerre, cuvée vendange. Sonia accueille plusieurs couples de la région pour une dégustation. Moi, je connais peut-être 15 vignerons, je ne retrouve pas le même vin à chaque. Et c'est vraiment agréable de faire ça, de faire le vignoble. Mais la soirée n'est pas finie. Au pied du coteau de Sancerre, un autre voyage va commencer. Sonia et son fils Lucien partagent avec les touristes leur passion de la montgolfière. On se sent tout petit. Ça va pas, oui, c'est tout petit. C'est un volume impressionnant en fin de compte. Vous ne regrettez pas? Oh non, du tout, au contraire, on attend avec impatience le départ. Non. Pour goûter au privilège de contempler la nature du ciel, il faut être patient. Mais ça fait bientôt 1 an que c'était programmé, hein. Mais la météo... Ils ont une belle liste d'attente en plus. Hein. Il y a un week-end où on vole 4 fois, on a 20 appels pour des réservations aussi, quoi, donc c'est... On avait rêvé de voler, c'est fait maintenant, mais je crois qu'on y retournerait avec plaisir parce que c'est vraiment super apaisant et on en prend plein les yeux. C'est recommandé à beaucoup de gens. Né dans les années 70 en Californie, le no-tourisme est devenu une véritable plus-value économique pour les viticulteurs et culturelle pour les vacanciers. Sans doute parce que le vin est aujourd'hui considéré comme une authentique expression du terroir.